je suis Philippe Mineur et je vous accueille dans Sans Compromis, le podcast IMO qui ne met rien sous le tapis. Chasseurs IMO, notaires, sociologues, entrepreneurs, nos experts vous ouvrent les portes de l'immobilier. Ici, pas de blabla, pas de jargon, on vous apporte des réponses claires, des solutions concrètes, que vous soyez propriétaire, futur propriétaire ou simplement intéressé par l'IMO. Alors bienvenue dans Sans Compromis, le podcast qui aborde l'IMO autrement. Aujourd'hui, on va parler de Paris, avec une question toute simple. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter à Paris ? Mais j'irai même plus loin, est-ce que c'est encore malin d'acheter à Paris ? Je ne dis pas de vivre à Paris, bien sûr, ça c'est un autre débat, mais par rapport à tous les efforts que l'on va demander à un futur primo-accédant ou segmodo-accédant, par rapport à l'apport qu'il doit mettre sur la table, peut-être les sacrifices qu'il va faire sur le confort en termes de superficie d'appartement, de quartier où il va devoir vivre, est-ce que vraiment c'est malin encore d'acheter à Paris ? Pour répondre à ces questions-là, j'ai la chance d'être accompagné d'un expert de l'immobilier parisien. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors je te propose de te présenter d'abord et après on rentrera dans le vif du sujet. Avec grand plaisir, Kevin Ilforouchan. Donc, moi, je connais l'immobilier parisien à deux titres. D'abord parce que je dirigeais une société qui s'appelle One Fine Stay. Donc, nous gérions 5000 appartements en location touristique, un peu partout dans le monde, mais beaucoup à Paris. Et ensuite parce qu'aujourd'hui, je suis le président et le fondateur de Virgile. Et nous aidons des jeunes à devenir justement propriétaires à Paris et dans les grandes villes, et donc à continuer à acheter malgré tout ce qui se ligue contre eux. Ok, parfait. Donc, en effet, je suis entre de bonnes mains, j'ai l'impression. Quelque chose qui est important, et on le dit souvent dans ces épisodes de Sans Compromis, le principal, c'est de ne pas avoir de langue de bois et pas de blabla non plus. Donc, dès qu'il y a un peu de jargon, je lèverai la main. Et je pense que c'est important pour un débat comme celui-ci, dans le sens où je suis quand même convaincu qu'il y a beaucoup de futurs Parisiens ou de Parisiens qui se posent vraiment la question et qui sont emplis d'angoisse par rapport à tous ces sujets-là, qu'on soit le plus impartial aussi possible dans ces sujets-là, et je serai un peu vigilant là-dessus. Ça te va ? Tout à fait. Nickel. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille étape par étape. On va commencer par parler un peu de l'état du marché parisien aujourd'hui, sur les prix au mètre carré, les tendances, sachant qu'on est le 1er octobre 2024. Après, on parlera de... en fait, quand on doit chercher un appartement à Paris, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a encore des bonnes affaires à faire ? On parle beaucoup de négo. Est-ce que c'est toujours le cas ? On peut faire des bonnes négo, aussi par rapport au passoire thermique. Ensuite, on parlera financement. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'argent à mettre sur la table. J'avais aussi un autre chiffre en tête. Quasiment un tiers des personnes qui achètent à Paris, tu me dis si je me trompe ou non, mais le font grâce à une succession, une donation. Donc j'ai quand même l'impression que c'est un peu les privilégiés qui peuvent habiter à Paris. Et enfin, on parlera peut-être des alternatives. Si vraiment je ne peux pas acheter à Paris, ou si je ne veux pas acheter à Paris tout en vivant à Paris, qu'est-ce que je peux faire ? Ça va ? Parfait. Très bien. Alors on va commencer un peu par l'état du marché à Paris. Est-ce que tu peux nous donner, 1er octobre 2024, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le pouls du marché en ce moment ? Alors, c'est bien que tu rappelles la date parce que les gens qui vont nous regarder dans quelques mois vont pouvoir savoir si je suis totalement à côté ou pas. Ce qui est assez intéressant à Paris en ce moment, c'est que après des années à se dire que l'immobilier allait monter jusqu'au ciel, là, on est en train d'avoir une phase de marché un petit peu différente. On a eu une baisse des prix qui a été enclenchée avec la hausse des taux, qui atteint des chiffres qui, selon qui tu demandes, vont changer un petit peu, mais on parle souvent de moins 10%, moins 15%. On voit surtout aussi un ralentissement de la baisse des prix, c'est-à-dire, nous on a beaucoup connu en 2023 le cas où les prix avaient baissé, mais les gens ne le savaient pas encore. Donc le propriétaire était persuadé qu'il allait vendre son appartement à un certain prix, et en fait, ça se négociait très fort, ou alors ça ne se vendait pas. Aujourd'hui, ça s'est passé, c'est-à-dire quand BFM commence à faire des articles en disant ça y est, la baisse des prix est là, les gens s'en rendent compte. Et donc aujourd'hui, tu as des prix affichés qui sont plus bas, et donc un rôle peut-être un peu moins fort à la négociation. Et on en a pas mal parlé récemment, cette fameuse barre des 10 000 euros du mètre qu'on avait franchie à la hausse à Paris il y a quelques années, il semblerait qu'on soit passé en dessous, qu'on soit en train de passer en dessous. Et ça, c'est un événement de marché qui est quand même significatif parce que des creux de marché historiquement à Paris, il n'y en a pas eu tant que ça. La baisse qu'on a est quand même beaucoup plus élevée que celle de 2008. On a fait 2 fois plus de baisse qu'en 2008, ce qui est quand même très significatif parce que dans une vie, des crises immobilières, on n'en connaît pas beaucoup. Si on remonte à 91, où c'était vraiment la fin du monde, on avait perdu 33% sur Paris en l'espace de 2 ans. On n'est pas du tout au même niveau, mais beaucoup de choses ont changé dans le marché parisien. À l'époque, tu pouvais prendre une promesse, la revendre à quelqu'un d'autre, et donc il y avait une vélocité beaucoup plus grande sur le marché parisien. Là, nous, ce qu'on considère, c'est que la baisse des prix est en train d'arriver vers sa fin et qu'on est vers le point bas. D'accord. Face à ça, c'est pas parce que les prix sont plus bas qu'ils sont devenus abordables.
Il y a une différence entre est-ce que c'est cher et est-ce que je peux me le payer. Exactement. Et sur est-ce que je peux me le payer, la question est plus difficile. Nous, on a fait une étude on arrivait à la conclusion qu'il fallait 100 000 euros pour acheter 40 mètres carrés à Paris. Et Les grâces sur papier, c'est absurde. Déjà, quand on se dit ça. déjà, tu dis ça, oui. Tu Exactement. dis, il y a un truc là-dedans Exactement. qui est absurde. Et il y a une conjonction de facteurs entre une hausse des taux. Alors, il faut se souvenir que 1% de taux en plus, c'est 10% de pouvoir d'achat en moins. Et donc, les taux ont augmenté, les prix ont baissé, mais pas autant que les taux ont augmenté. Entre une limitation du taux d'effort autorisé par les banques et là pareil c'est pour des bonnes raisons mais ça veut dire que les pouvoirs d'achat baissent et donc qu'est-ce que font les gens ils remplacent le crédit qu'ils ne peuvent plus obtenir dans les mêmes proportions par de l'apport et en pratique celui qui achète à Paris il a, c'est Century 21 qui le dit, 37% qui viennent en apport au moment de la transaction et il n'emprunte que les 63% de différence. Alors que, si tu te souviens, il y a quelques années, on pouvait faire le fameux 110%, c'est-à-dire la banque prête le prix du bien et les frais de notaire et les frais d'agence. Bon, peut-être que les banques sont prêtes à prêter, mais en tout cas, ça suffit plus pour acheter dans les prix parisiens. Donc, un immobilier moins cher, des affaires qui sont des bonnes affaires qui reviennent, mais encore faut-il pouvoir se le permettre, et c'est à ça que je résumerai. Ok, ça marche. Quand tu dis que les prix baissent, c'est le reflet de quoi? Est-ce que c'est parce que c'était vraiment beaucoup trop cher et justement ça en devenait un petit peu absurde, c'est les prix qu'on atteignait? Est-ce que c'est une question d'offre et de demande? C'est le reflet de quoi? Alors, l'avantage que Paris a, et là-dessus on peut se placer sur des horizons de temps différents, c'est paradoxalement le périphérique. Pourquoi? Parce que quand tu as un périphérique, tu as un critère clair, est-ce que je suis dans Paris ou est-ce que je suis pas dans Paris? Et quand tu es dans Paris, à moins de raser le parc Monceau et les buttes Chaumont, il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux rajouter de la construction. Tu peux densifier, tu peux agrandir les immeubles, mais au final, on a à peu près tout agrandi. Le nombre de logements au sein de Paris ne va pas augmenter de manière inconsidérée. Et pourtant, les gens continuent à venir travailler à Paris. Ils viennent étudier à Paris, ils s'installent à Paris. Les entreprises qui, à un moment, s'étaient dit on va faire du remote, on va faire des économies sur nos bureaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment le siège à La Défense où personne n'a envie d'aller et ils ouvrent des sièges parfois plus petits, mais en tout cas à Paris. Et donc, toutes les forces font que tu as un flux migratoire positif et tu as un nombre de logements qui est déterminé et qui ne va pas augmenter. Ces deux choses-là, cette pénurie structurelle de logements parisiens, font que sur le long terme, les prix augmentent. Sur le court terme, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les prix oscillent à la hausse, à la baisse. Quand les taux d'intérêt augmentent, les pouvoirs d'achat baissent, donc les prix baissent. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les taux sont passés en l'espace de quelques mois, en fait, de quasiment zéro. On était à 0,5, 0,9, à plus de 4%. Là, ils sont redescendus. Mais ça a généré une baisse de prix qui était inévitable. Donc ce que tu dis, c'est que là, les prix ont baissé, Oui. mais ça va remonter parce que finalement, c'est quoi, l'acheteur a moins de pouvoir qu'avant? C'est ça ou... Sur le long terme, si tu veux vivre à Paris, le stock est limité. Donc l'offre est limitée. En revanche, la demande est de plus en plus forte. Et donc la population continue à augmenter. Les gens qui n'ont pas grandi à Paris continuent à venir à Paris. Et donc structurellement, sur le long terme, les prix vont augmenter. Donc faut pas jouer le marché à horizon 1 an ou 2. Faut te dire, je vis à Paris, j'ai prévu de vivre ma vie à Paris ou une grosse partie de ma vie à Paris. Est-ce que je fais une erreur en me disant qu'il vaut mieux y être propriétaire que locataire? Et ma conviction, c'est que si tu es locataire, en fait, locataire, c'est le nouveau prolétaire. Tu dépends du capital de quelqu'un d'autre pour pouvoir juste exister. Ce quelqu'un d'autre, tous les ans, il t'envoie un courrier pour te dire que tu vas lui verser l'intégralité de ton augmentation. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est ton loyer, il suit un indice. L'indice, cette année, il a pris 3,5%. Si tu as eu la chance d'avoir 3,5% d'augmentation en pleine crise, tu es déjà heureux. Et donc, tu vas voir ton employeur, tu vas te battre avec lui pour qu'il te donne plus d'argent, tout ça pour enrichir ton bailleur. Et donc, pour moi, dès que tu peux, si tu te projettes sur le long terme dans une ville, et même si cette ville, c'est Paris, il faut devenir propriétaire et aller de l'autre côté de l'équation parce que la vie est plus belle par là-bas. D'accord. Ça, on aura l'occasion d'en parler parce que je pourrais aussi te dire, et ce qu'on entend, c'est si à un moment j'ai une capacité d'emprunt de temps à mettre, peut-être que j'ai plus intérêt à investir ailleurs et de continuer à louer à Paris. Donc ça se défend et on va en parler tout à l'heure. Pour revenir sur les prix, donc là, on est dans une bonne tendance. Ce que tu dis, c'est en tout cas les baissières. Et là, c'est le bon moment puisque ça va remonter selon toi. Sur le long terme, les prix à Paris ont toujours augmenté. Ouais. Donc, tu as le sentiment que ça va quand même remonter un jour, c'est ça? Et bien remonter au-delà des 10 000 m²? C'est ce que tu dis? Il y a un monsieur qui est extraordinaire qui s'appelle Jacques Frigit, ou Frigit d'ailleurs, je ne sais même pas comment il se prononce, qui est au ministère et qui étudie les prix en série longue à Paris. Et il a remonté jusqu'en 1200.
Et ce que je peux te dire, c'est que depuis 1200, donc ça fait 9 Toujours monté, siècles, ouais. les prix ont toujours monté sur le long terme. Et c'est normal, il y a peu de choses qui te protègent aussi bien de l'inflation qu'une résidence principale. Parce que les prix de ta résidence, ils montent, quelque part la population continue à monter, et les charges que tu mets en face, typiquement le remboursement d'un emprunt, ne montent pas. Donc oui, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Si on regarde un petit peu plus dans le détail Paris, tu dis qu'il y a une tendance donc à la baisse. Est-ce que c'est vrai partout? On entend souvent qu'il y a une différence entre l'Est parisien, le centre, l'Ouest parisien, le centre qui ne bouge pas, voire qui monte dans certains quartiers. Quelle est un peu ta lecture des tendances par arrondissement? Oui, c'est difficile à dire et effectivement, c'est pas vrai partout, c'est pas vrai sur toutes les typologies de biens. Ce qui se passait il y a encore 3-4 ans, c'est que le marché était vraiment dans les mains des vendeurs et que donc les bons biens et les mauvais biens se vendaient à peu près au même prix du mètre carré et la seule différence c'était que un appartement génial allait se vendre plus vite. Ça aujourd'hui on en est un petit peu sorti et ce qui se passe c'est que ton appartement tout pourri avec un DPE catastrophique, et ça on en reparlera de la performance énergétique, il va juste rester sur le marché. Et ton appartement qui est au bon prix, il va pas forcément être impacté de la même manière s'il a les bonnes caractéristiques. Donc à la fois dans chaque arrondissement, c'est assez varié, mais aussi d'un arrondissement à l'autre, ça peut pas mal changer. Mais est-ce qu'il n'y a pas une vérité qui dit que, quoi qu'il arrive, le bel appartement coup de cœur à Paris, en fait, lui, il bouge pas. Et il est peut-être encore au-dessus de 10 000 euros le mètre carré parce qu'il se vendra toujours. Donc quand on dit que ça baisse, c'est peut-être vraiment en effet pour certains appartements qui auraient eu du mal à vendre dans tous les cas. Ah oui, il y a plein de choses aujourd'hui qui font qu'il y a des appartements qui bougent pas, non, ils bougent quand même, mais qui sont plus préservés que d'autres. Et effectivement, l'appartement coup de cœur continue à se vendre bien. L'appartement d'ultra luxe aussi. Alors c'est marrant, je passais devant une agence où il y avait un truc de 130 mètres carrés listé à 3 millions d'euros avec marqué en dessous idéal pied-à-terre, et je me suis dit ok, Bien sûr. je sais pas qui, ce n'est pas mon pied-à-terre à moi, mais ça a l'air très sympathique. Et l'ultra luxe aussi qui vise un public qui est totalement décorrélé de la vie parisienne, lui aussi il peut être plus résistant aussi. Donc ça change pas mal là-dessus. Ok, ça marche. Donc ça pose un petit peu le topo de ce qui se passe à Paris, mais en effet, on va rentrer un peu dans le détail, dans le sens où, quand on se pose la question d'acheter à Paris, et je réinsiste une fois de plus, ce n'est pas de vivre à Paris, mais d'acheter à Paris, on peut se dire, mais est-ce qu'il y a encore des bonnes affaires à faire? Tu parlais de négociation tout à l'heure, de hausse des prix. Ça veut dire quoi en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? On va parler des fameuses passoires thermiques. Donc, on se met dans les chaussures de quelqu'un qui veut chercher. Il a un budget, allez, on va dire 350 000, 400 000, même un peu plus, ça dépend de ce que tu veux nous raconter. Qu'est-ce qu'il peut regarder? Où sont les bonnes affaires? Sur quoi il doit être vigilant? Explique-nous un peu. Alors, ma conviction, c'est que le coup du siècle n'existe pas. N'existe plus. Ou pas? Plus. D'accord. Ouais. Parce que Paris est un marché qui est quand même efficace. Il y a plein de gens dont le métier, c'est d'aller trouver le coup du siècle. Donc, si tu espères qu'il y a un appartement où tu vas faire des travaux et générer 20% de plus-value magique juste parce que ça va pas se produire. Donc, les plus-values, on va dire à court terme ou à moyen terme, c'est fini à Paris. C'est ce que tu dis. Tu vas avoir beaucoup de marchands de biens qui vont venir et qui vont acheter ça souvent en payant sans conditions suspensives parce qu'ils ont les moyens d'être financés, qui voient qu'il y a un bon coup à faire et qui vont l'acheter, le revendre. Et quand tu es particulier, c'est difficile de se positionner là-dessus, à moins d'être, à moins que ce soit un appartement familial ou un truc comme ça. D'accord. Ou d'ailleurs de te dire, il y a un an de travaux et je vais les faire moi-même le soir et le week-end. Mais là, c'est pas de l'argent magique en fait. C'est juste le coût de ton travail que tu prends pas en compte. Le coût de 50 week-ends passés à poncer des murs, selon ton salaire, ça peut être plus ou moins cher. Ok, donc ça déjà c'est intéressant. Donc ce que tu dis à la personne qui se pose la question d'acheter, on va dire le futur primo-accédant qui va acheter sa RP, sa résidence principale à Paris, c'est quand tu cherches un appartement, ne cherche pas à tout prix le super coup à faire que personne n'aurait vu ou autre. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. D'accord. Alors qu'est-ce que je peux chercher par En revanche, cherche aussi à ne pas être le pigeon. Ça c'est important. Le bien qui est listé depuis des mois. Et en fait, maintenant, il y a des outils qui te permettent de savoir depuis combien de temps quelque chose est listé, qui ne se vend pas, dont personne ne veut. T'as beau avoir un super coup de cœur dessus, s'il ne se vend pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Et souvent, la bonne raison, c'est juste qu'il est trop cher. Et aujourd'hui, tu as toute une pléthore d'outils, je pense à Meilleurs Agents, qui est le plus connu, qui te permettent de voir quel est le prix de marché d'un bien. Il se trouve que ton vendeur, il a vu Meilleurs Agents comme toi, et que si son appartement, il a un prix significativement différent de Meilleurs Agents,
il y a intérêt à ce qu'il y ait une bonne raison. Alors peut-être qu'il y a 40 mètres carrés qui ne sont pas des mètres carrés Carrez et qui ne comptent pas dans la surface obligatoire, autorisée, et que donc c'est ça qui fait la différence. Mais globalement, faut pas être le pigeon non plus. Faut juste dire, il y a un juste prix. Je vais acheter peut-être quelques pourcents plus cher, peut-être quelques pourcents moins cher. Si je me projette sur le long terme, le pourcent ou deux ont de l'impact, mais pas tant que ça. Parce que au final, donc ça peut se justifier, tu veux dire, d'avoir un prix au mètre carré peut-être un peu au-dessus du marché parfois? Ouais, ça peut se justifier. Si c'est un bien dans lequel tu te projettes longtemps, si c'est quelque chose où vaut mieux acheter 2% au-dessus du marché et te dire je vais rester là-dedans longtemps, plutôt que d'acheter moins cher que le marché et revendre dans 2 ans et repayer des frais de notaire qui sont plutôt de l'ordre de 7%. Là-dessus, il n'y a pas de doute. En revanche, il faut être proche du marché. Il ne faut pas être 5-10% au-dessus. D'accord. Et tu as encore les vendeurs justement qui disent allez, on va tenter, je vais le mettre 10% au-dessus, on verra bien ce que ça donne. J'ai l'impression que c'était un peu le cas en 2019-2020 où tu te disais de toute façon les prix c'était tellement facile à obtenir que je vais pouvoir le mettre bien au-dessus. Tu as encore ça où, mine de rien, là on est dans un marché où les vendeurs ont quand même compris que s'ils voulaient vendre, ils devaient être raisonnables. Ils ont globalement compris. Les agents les ont bien éduqués aussi. Moi j'ai un principe, c'est que ton temps est précieux. Si tu t'es déplacé, que tu as visité un appartement, que tu sors de la visite en te disant je le veux mais pas au prix, en fait le prix c'est une information. Et donc si tu penses qu'il vaut 10% de moins que le prix, faut pas te dire je vais vexer le vendeur, rien à faire. En fait c'est ton opinion sur le prix, le vendeur a son opinion sur le prix, tu fais une offre. Et tu dis, je comprends que tu l'as mis 480, moi à 450 je l'achète et je te le dis, et si tu veux pas vendre, tu veux pas vendre, mais moi je te le dis, à 450, je l'achète. Et beaucoup plus souvent que ce que tu peux penser, ça passe. Bah oui, parce que si tu es le premier à faire ça, ça passe pas. Mais si tu es le 5e à visiter, à ne pas acheter, à dire je suis prêt à payer moins cher, il y a un moment où ça finit par passer. Et donc, tant qu'à avoir passé le temps de faire la visite, il faut prendre le temps de faire l'offre. Si ça te plaît, évidemment. Donc tu parlais, là on parle déjà un peu de négociation finalement. Ouais. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, là, les prix baissent, vont peut-être bientôt remonter. Mais tu dis que c'est toujours le moment de négocier. Il y a toujours des affaires à faire là-dessus. Faut pas te dire que tu vas forcément en faire une. Si c'est au bon prix, c'est au bon prix. Mais il faut pas avoir peur de négocier non plus. Si ce n'est pas listé au bon prix, si ton étude te dit qu'il y a d'autres appartements qui sont moins chers que celui-là, mais il se trouve que c'est celui-là où tu as ton coup de cœur, qu'est-ce que tu perds à faire une offre? Faut pas jouer, je trouve, à des... Alors, les gens ont des optiques assez différentes sur la négociation. La mienne, c'est qu'il faut pas jouer à des jeux. Faut pas faire le truc de visiter tout l'appartement en relevant tous les défauts, en disant mais il est vraiment horrible cet appartement. Et à la fin, pas du tout, mais à la fin, tu fais une offre. Ça, le vendeur se dit ok, soit il me prend pour un idiot, soit je vais vendre mon truc, ou j'ai quand même fait des travaux, je m'y suis investi à quelqu'un qui l'apprécie pas. Non, le truc te plaît, faut dire bah voilà combien je le paye, voilà pourquoi je suis prêt à le payer à ce prix-là. C'est intéressant ça. Ouais. Si tu as des comparables, des informations de marché, une valorisation meilleurs agents, des annonces que tu vois qui sont à des prix, expliquer voilà pourquoi moi j'arrive à cette conclusion-là et respectueusement, je comprends que tu voudrais plus, mais moi, c'est ce que je peux faire. Et on reste bons amis. On n'a jamais été amis parce que tu es vendeur et que je t'ai vu une fois dans ma vie, mais on reste bons amis si tu veux pas me vendre à ce prix-là. D'accord. Tu parlais justement un peu de... Je vais te donner les arguments, en tout cas les raisons pour lesquelles je voudrais acheter plus bas. Ouais. On sait que c'est pas évident là-dessus de se lancer dans ce genre de négociation ou être assez fin pour trouver tous les bons arguments sur toutes les petites failles de l'appartement. Est-ce que tu as quelques tips à nous donner là-dessus sur une fois qu'on visite un appartement et qu'on se met dans une position de vouloir négocier ou qu'on juge que l'appartement est moins cher que ce qu'il est affiché, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est quoi les arguments un peu clés que toi tu mets en avant? Alors mon premier tip, c'est ton projet d'achat immobilier n'aboutira pas si tu ne dégages pas le temps de visiter suffisamment d'appartements. Si tu te dis je vais attendre de trouver l'appartement parfait et ensuite je vais aller le visiter et il faut que je le convertisse, en fait ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y aura plein de raisons qui feront qu'il ne va pas convertir et que si ça se trouve, en fait, il ne sera pas au bon prix et que tu n'auras pas les éléments de référence pour négocier. Donc dès que tu te dis je vais acheter un appartement, tu prends un moteur de recherche d'appartement, tu paramètres ton alerte avec tes critères, tu vois passer des choses et au bout de pas si longtemps que ça, tu auras un sentiment instinctif pour ce qui est au prix et ce qui ne l'est pas. D'accord. Et ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que l'agent immobilier qui te fait la visite... en réalité, c'est pas ton ami dans le sens où il va pas aller te dire tous les défauts de l'appartement, mais c'est pas non plus l'ami du vendeur. Lui, ce qui compte pour lui, c'est que la transaction ait lieu.
Ok. Et en discutant avec lui, s'il te dit ça fait 6 mois, s'il te dit il est quand même cher l'appartement, s'il te dit n'hésitez pas à faire une offre en dessous du prix, c'est que en fait il a besoin aussi de toi pour aider le vendeur à baisser son prix. Et ça arrive ces jours-ci beaucoup plus souvent qu'avant, parce que la position de force elle est du côté de l'acheteur, elle n'est pas du côté du vendeur. Et donc ça c'est vraiment le deuxième, la deuxième chose. Et le troisième truc c'est en fait, une négociation fonctionne quand les deux personnes qui sortent de la négociation sont similairement frustrées ou similairement heureux. S'il y en a un qui a le sentiment de s'être fait rouler dessus, ton deal, il va pas aller jusqu'au bout. Et donc, il faut toujours le traiter dans une manière où tu as une relation ouverte, amicale avec le vendeur. En fait, il faut le traiter comme si tu négociais non pas avec un adversaire, mais avec un ami que tu vas revoir plein de fois. Parce que même si c'est pas vrai, le fait de le prendre comme ça crée une négociation collaborative et parfois tu peux sortir de la boîte. Peut-être que le parking, en fait, qui est dans le lot ne te plaît pas et peut-être que le vendeur peut le valoriser différemment parce que toi, en fait, tu te dis, j'ai pas de voiture, j'en aurai jamais. Peut-être qu'au contraire, en fait, en achetant la cave qu'il n'avait pas prévu de vendre, le truc a plus de sens pour toi. Un des grands principes c'est la méthode américaine de négociation qui est de dire, si tu négocies sur un seul axe qui est le prix, et en fait, assez rapidement, tu vas arriver à je vais taper plus fort que toi. À une époque, on parlait, quand je dis à une époque, c'était même des vidéos qu'on avait faites il y a quasiment un an où vraiment on disait que c'était le moment de négocier, où il fallait chercher des négos de 10-15%. C'est encore le cas où, mine de rien, par rapport à ce que tu expliquais au début, si je vais chercher 5%, c'est déjà bien. Ou là, tu dis aux gens, non, mais allez-y, quoi, tapez sur les vendeurs. Moi, je t'encouragerais à ne pas te poser la question de quelle a été ma négo, mais plus de est-ce que je l'ai acheté au bon prix. D'accord. Parce que tu veux pas être dans l'effet solde de Noël, Black Friday, où tu as acheté un truc trop cher, mais à moins 30% par rapport à un prix affiché. Ouais. Tu veux plutôt te dire, j'ai acheté un truc, je l'ai acheté bon au prix si c'était au bon Ok, prix. donc c'est pas un objectif en soi maintenant de se dire. C'est pas un objectif en soi. Ah, intéressant, ok. C'est vraiment pas un objectif en soi. L'objectif en soi, c'est d'acheter au bon prix. Ok, ça marche. Je veux dire, une autre manière aussi de visiter les biens à Paris, c'est d'aller chercher parmi les passeurs thermiques. On avait souvent parlé comme quoi c'était le bon coup à faire. Bah, je te retourne la question, est-ce que c'est vraiment un bon coup à faire par rapport au coût des travaux, par rapport aux galères dans lesquelles tu te lances? C'est quoi ton regard là-dessus, toi? Alors, c'est un bon coup à faire parfois, dans le sens où il y a une décote de passoire thermique, elle est réelle, elle est évolutive et on considère qu'elle est beaucoup plus faible à Paris aujourd'hui qu'en province. Notre expérience, c'est que parfois elle est suffisante, parfois elle n'est pas suffisante. Et qu'est-ce qui joue là-dedans? C'est que ta passoire thermique, tu vas devoir la remettre en état. Je te recommanderais jamais d'en acheter une en te disant je suis propriétaire, je vais pas le louer, je vais vivre dedans parce que ça marche pas. Pourquoi tu dis que ça marche pas? Par rapport à quoi? D'une part parce que le prix du combustible va continuer à augmenter et à un moment ton chauffage va te coûter une fortune et ça sert à rien de mettre un deuxième loyer dans un chauffage si tu es devenu propriétaire. Et ensuite parce qu'au moment de la revente tu vas te faire massacrer et tu seras en train d'essayer de construire un budget pour acheter ton futur appartement et le dernier truc que tu veux c'est de te dire en fait je vais mettre X milliers d'euros dans les travaux de l'appartement que je vends juste pour pouvoir le vendre. Ok. Donc le sujet des passoires thermiques c'est pas un sujet qui est une lubie du gouvernement, c'est là pour rester et donc faut pas jouer avec ça, faut pas se dire je vis dedans, c'est pas grave. Si tu veux la retaper, il y a un truc qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour la retaper. Est-ce que il s'agit d'isoler tous les murs par l'intérieur et ça tu peux le faire, ça marche. Il faut savoir que la couche d'isolant, c'est 14 cm. 14 cm sur toute la surface. Vu les prix du mètre Tu carré. perds quelques mètres carrés. Voilà. Et donc, si tu as perdu 3 mètres carrés à Paris, ça fait 30 000 euros. Ouais. Et donc, ton vrai coût, ça va pas être les travaux, ça va être la surface perdue à la revente. S'il s'agit de l'isoler par l'extérieur, tu n'as pas ce problème-là. Mais bon courage pour aller le faire voter en copro. Et ça va durer des années. En revanche, si tu as des sujets faciles, et il y a des appartements, il y a des sujets faciles. Il y a des murs extérieurs qui sont juste sur une des parois, et le reste, c'est du mur intérieur qui n'a pas besoin d'être isolé. Il y a un mode de chauffage qui n'est pas le bon. Il y a des fenêtres qui ne sont pas les bonnes. Bon, là, tu as un quick win. Intéressant. Ok, donc toute passoire thermique n'est pas bonne à prendre, en fait, c'est ce que tu dis. Toute passoire thermique n'est pas bonne à prendre. Tu veux, avant de l'acheter, avoir un devis spécifique de quels sont les travaux que tu vas faire pour le ramener à un bon DPE et quelle surface tu vas perdre en le faisant. Et là, c'est un de ces moments où on recommande aux gens de ne pas faire passer juste un artisan qui, au final, n'est pas expert, mais de faire vraiment passer un bureau d'études. C'est une dépense, mais il vaut mieux la faire et ne pas se faire avoir que ne pas la faire et faire une erreur. D'accord. Et donc, dès que c'est un piste que tu dis, le reste des copropriétaires, ou c'est des travaux
peut-être trop lourds, qui te font perdre des mètres carrés, là ça vaut pas le coup. Toi tu dis non, mais ne vous lancez pas là-dedans quand même. Exactement. Et même si D'accord. tu veux te lancer dedans, nous, à chaque fois que quelqu'un veut acheter une passoire thermique, on fait intervenir avec lui un bureau d'études qui va partir du DPE, qui va regarder exactement les travaux à faire, qui va faire un chiffrage et qui va aussi regarder la surface perdue et qui va revenir en disant voilà en fait le coût net de la rénovation en prenant tout en compte. Est-ce que vous considérez que la décote est suffisante? Et très souvent, elle ne l'est pas. Et ça vaut le coup de faire porter un peu le chapeau sur le vendeur en disant bah voilà, j'ai 50 000 euros de travaux si je devais les remettre à niveau. Je baisse le prix de 50 000 euros. Typiquement, quand l'agent t'a dit suffit de changer les fenêtres et ça va vous revenir à 2 000 euros, et que le bureau d'études te dit il faut refaire toute l'isolation par l'intérieur, c'est un argument de négociation. Et là, pareil, c'est un argument qui est dans la vie réelle. C'est pas juste j'ai envie de payer moins cher. Oui, exactement, j'aime pas ton bien, oui, c'est ça, je comprends. Je comprends. Ok, donc sur les passoires thermiques, donc finalement, autant être accompagné, c'est ce que tu dis. Ah oui. Tout n'est pas bon à prendre. Après, on peut regarder un peu tous les types de biens. Est-ce qu'il y a des quartiers, peut-être un peu de prédilection? Tu te dis, bon, si à un moment on a envie de penser peut-être un peu plus value, ce genre de choses, il y a encore des bons arrondissements, des bons quartiers où aller faire des coups? Même pas. Sachant qu'au début, tu disais, en effet, il n'y a pas de quoi faire. Ouais, c'est compliqué parce que j'ai des amis qui ont acheté dans un quartier qui devait être en pleine gentrification et qui l'est toujours 10 ans plus tard. Et ça n'a pas pris comme ils l'espéraient. Mais au moment où ils l'ont acheté, ils ne pouvaient pas savoir. Il y a d'autres quartiers qui étaient déjà totalement gentrifiés, qui ont continué à se gentrifier à toute vitesse et à prendre en valeur. Il y a des quartiers déjà chers qui continuent à devenir plus chers. Et moi, j'ai une optique en fait assez hédoniste des choses. C'est tu vas vivre dans cet appart et donc faire un sacrifice d'acheter quelques mètres carrés de moins pour te permettre de devenir propriétaire, c'est ok. Faire le sacrifice d'aller vivre quelque part où tu détestes et où tous les jours tu vas prendre le métro ou le RER pour revenir dans un quartier que tu détestes et descendre pour aller dans un resto que tu détestes, c'est pas le bon genre de sacrifice. Donc ça, je le recommanderais jamais. Je comprends très bien. Bah justement, c'est une bonne transition parce que tu parlais des sacrifices à faire. Au début, ce que tu expliquais, c'est que par rapport au prix du mètre carré, par rapport au taux, finalement, la capacité d'emprunt des futurs Parisiens, c'est quand même pas mal réduite, où ils peuvent acheter de moins en moins de mètres carrés. Donc il y a déjà un compromis, un sacrifice à faire là-dessus. Je te sortais tout à l'heure cette statistique qui disait que quand même un tiers des personnes qui achètent à Paris sont aidées grâce à des apports des successions et autres. Bah finalement, comment je fais? Est-ce que vraiment, avec l'argent que j'ai, si j'ai 150 000, 200 000 euros à mettre sur la table, ça vaut le coup de le faire pour acheter un 30, 35 mètres carrés, 40 mètres carrés, alors que finalement, à côté, je pourrais acheter bien plus grand? Alors, qu'est-ce que tu proposes? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts à demander quand même. Ouais, il y a beaucoup d'efforts à demander et c'est pas si facile que ça. Clairement, ce qui est vrai, c'est que pour les parents qui vont écouter cette émission, le meilleur truc à faire pour vos enfants, c'est de leur apporter l'apport pour qu'ils achètent leur premier appartement. Parce qu'en faisant ça, il y a peu de choses qui auront plus de levier dans leur vie et leur donner ou prêter 50 000 euros aujourd'hui pour qu'ils achètent leur premier appartement à 400 000 euros à Paris et se dire cet appartement-là va devenir un deuxième qui sera plus grand et un troisième. Et il y a un moment où ils auront 1 million de patrimoine simplement en arrêtant de payer les loyers. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Je comprends très bien. Et ça ne m'étonne pas que les gens qui achètent, dans un cas sur 3, l'achètent avec de l'aide familiale. Bien sûr. Mais ça veut dire que c'est finalement un peu réservé à une forme d'élite quand même. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, les 50 000 euros dont tu parles. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et l'expression on ne prête qu'aux riches prend absolument tout son sens ici. C'est un des trucs qui, dans la raison d'être en fait, qui a fait qu'on a lancé Virgile, c'était super présent. C'était de se dire, il y en a qui ont cette chance, il y en a d'autres qui ont même job, même salaire, tout pareil, ils n'ont juste pas cette chance-là. Et 15 ans plus tard, tu vas avoir un patrimoine différent de 500 000 euros. C'est un scandale. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'est dit, on va apporter l'apport à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir l'apport de leurs parents. Et c'est un de ces moments où en fait j'encourage les gens à se dire oui, il y a des sacrifices à faire pour acheter un peu plus petit, pour acheter peut-être un petit peu plus loin que ce que tu espérais, mais c'est le moment d'aller creuser toutes les solutions malines qui te permettent d'accéder à la propriété. Et ces solutions malines, la première vers laquelle on renvoie tous les gens qui nous appellent, et c'est vraiment le premier truc qu'on leur dit, c'est si les parents peuvent être là, allez leur demander d'être là. Je sais qu'ils vous ont dit d'être autonome. Je sais que tu as 30 ans et que tu n'as pas envie d'avoir de l'argent de poche. Mais tes parents ne verront pas cet apport-là comme de l'argent de poche. Ils le verront comme un énorme investissement qu'ils font dans le futur de leurs enfants. Donc n'hésitez pas, allez-y. Si vous avez... faut déjà qu'ils aient... Bon, déjà, il faut déjà qu'ils aient 50 000, mais il faut aussi qu'ils puissent les donner, non? Pourquoi ce serait intéressant pour les parents de sacrifier une partie de leur, peut-être de leur retraite, future retraite, pour leurs enfants? C'est quoi l'argument?
À un moment, il y a une sorte de solidarité intergénérationnelle qui doit quand même jouer. Comme disait Bernard-Henri Lévy, je viens d'une culture où quand on a reçu beaucoup, il faut aussi savoir donner un peu. Alors, si les parents sont des pinces et qu'ils ont des oursins dans les poches, là, il y a un autre sujet. Et là, tu reviens dans la deuxième case qui est qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas les parents. Et là, alors évidemment, il y a Virgile, mais pas que. Tu as des prêts à taux zéro qui peuvent venir de moins en moins, enfin quasiment plus à Paris, mais qui peuvent parfois venir compenser. Tu as des sujets dans le neuf où il y a besoin de moins d'apports pour pouvoir acheter grâce à des financements aidés dans tous les sens. Tu as l'action de l'employeur aussi qui parfois existe. Alors ça dépend de l'employeur, mais tu as parfois accès à certaines choses. C'est là où il faut être beaucoup plus original et aller chercher des solutions qui sortent un petit peu des cases. Et derrière, effectivement, tu as l'option de simplement revoir à la baisse tes espérances de ce dans quoi tu vas pouvoir habiter, soit en termes de surface, soit en termes de t'éloigner un petit peu du centre de Paris, tout en gardant quelque chose où tu as envie de vivre. Mais toi, typiquement avec ton regard, on va prendre ce fameux futur primo-accédant qui a 30 ans, qui voudrait s'acheter son premier appartement à Paris parce qu'il est très attaché à Paris, qui va se retrouver avec un budget peut-être de 320 000 euros et qui pourra acheter un 28 mètres carrés parce qu'il veut vivre peut-être dans le centre de Paris ou dans des quartiers qu'il a toujours trouvé ça sympa. Est-ce que là, raisonnablement, tu dis, bah oui, bien sûr, va dans un 28 mètres carrés, il n'y a pas de doute, c'est quand même une bonne affaire, ou là encore décemment, non, c'est pas intéressant en fait. C'est là où je te dis, est-ce que c'est encore malin quoi, de se lancer là-dedans? Pour moi, si tu peux acheter quelque chose où tu peux vivre, il faut le faire. Aujourd'hui, locataire, c'est une bonne situation parce que les loyers sont faibles, ils sont plafonnés, tu es super protégé. Mais au final, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne construis aucun coussin de sécurité parce que toute ta vie, tu restes locataire et tu vas arriver à la retraite et tu vas être toujours locataire. Et les études montrent, et c'est assez marrant, on a fait des études sur des gens qui avaient des loyers aidés, soit parce qu'ils sont dans un parc aidé social, soit parce qu'ils sont leur employeur en fait subventionne les loyers. Et on se rend compte qu'ils épargnent pas plus que les autres. En fait, si tu n'as pas l'épargne forcée du crédit immobilier, tu ne vas pas épargner de toute ta vie. Et donc, toute ta vie, tu vis avec une fragilité qui est qu'un choc de vie, une perte d'emploi, une maladie, quelque chose que tu n'as pas prévu, en fait, tu n'as pas de filet de sécurité. Tu dépends du fait que quand tu vas arriver à l'âge de la retraite existe encore, ce qui est déjà un premier sujet. Tu dépends du fait que tu n'es pas à un moment un gouvernement qui se dise nous, on est propriétaires, comme ça s'est passé récemment en Angleterre, on va juste tout déplafonner. Et du jour au lendemain, ton loyer où tu étais super heureux de payer 1 500 euros, quelque chose qui était parfait pour tes besoins, on va te dire de payer 2005. Tu dépends du fait que tu restes dans l'appartement où tu es parce que quand tu vas changer d'appartement, en fait, ton loyer qui a augmenté avec l'inflation, tout d'un coup, tu vas te prendre un énorme saut. Et donc, on me dit le locataire, c'est libre, tu peux bouger quand tu veux. Ben non, tu n'es pas libre. Tu es là, tu es en couple, tu as tes enfants et tu es dans une situation où tu es coincé dans ton appartement aussi longtemps qu'il faudra parce que tu peux juste pas bouger d'appartement, même en location. Et un jour, ton propriétaire va dire en fait, je vais te donner congé, ou je vais faire des travaux, ou l'immeuble est vendu. Et là, ce jour-là, tu vas être dans le désespoir le plus complet de mais qu'est-ce que je vais faire et où est-ce que je vais retrouver un appartement. Donc, ce qu'on te vend comme étant une bonne situation, pour moi, c'est tout sauf une bonne situation. Donc, fais les sacrifices, donc, surtout en fait, quand tu es jeune. Ouais, c'est ça. Fais les sacrifices, il y a le fameux 28 mètres carrés dont je te parlais. Ouais. Prends le 28 mètres carrés. Tu es jeune, c'est pas grave. Tu peux vivre de manière un petit peu moins confortable aujourd'hui. D'ici 5 ans, la différence aura été gommée. Et d'ici 15 ans, tu vas vivre une liberté de dingue que tes amis locataires n'auront pas. Et tu vas pas te retrouver comme des gens qu'on a pu voir qui ont 40, 45 ans et qui sont en train d'aller appeler les oncles, parents, etc. pour réussir à récupérer de l'apport pour devenir propriétaire, parce qu'il y a un moment où ça marche plus. Tu veux pas être dans cette situation-là. En fait, tu veux être libre. Et pour être libre, à un moment, il faut te dire, quand j'aurai atteint 45 ans, j'aurai tellement remboursé de mon crédit que je n'aurai plus de stress par rapport au fait d'avoir un toit. Et même si je quitte Paris et que je vais aller vivre dans une ville moins chère, et même si je veux aller reprendre une ferme et vivre dans le Gers, avec ce que j'ai constitué comme capital, je peux aller acheter ma ferme. Ok, très intéressant, très intéressant. Donc ce que tu dis, c'est en fait, si tu peux acheter, achète. Si tu veux acheter à Paris parce que tu aimes cette ville, achète à Paris, en acceptant les sacrifices qui vont avec. Ça, il n'y a pas de doute. On est d'accord qu'il y a des sacrifices à faire. Ah oui, totalement. Voilà, il n'y a pas de doute. Tu parlais tout à l'heure d'augmenter son apport, finalement, pour peut-être un peu contrecarrer ces privilégiés qui ont des successions ou autres. Il y a des solutions. Oui. Typiquement, nous, on a monté Virgile pour ça. On est la solution qui donne de l'apport aux gens qui n'ont pas d'apport. Et ils viennent nous voir. Pour gagner quelques mètres carrés, c'est ça finalement, ce fameux personne qui dit 28 mètres carrés ou 30 mètres carrés, c'est un peu abusé.
Il peut aller chercher ses 5-10 mètres carrés en plus. Exactement. Pour gagner en confort. Okay. On augmente son budget, on rajoute jusqu'à 100 000 euros. 100 000 euros, c'est 10 mètres carrés. Voilà, ouais. Et pour eux, la différence que ça fait, c'est pas tellement de passer de 28 à 31, parce que ça, en réalité, ça change pas grand-chose. C'est d'avoir la chambre à coucher, d'avoir la chambre pour ton enfant, d'être à l'intérieur du périphérique. C'est ces choses-là, en fait, qui font que tu passes de le sacrifice impensable au sacrifice est gérable. Et quand tu te dis qu'en moyenne, l'apport, ça représente 37% de l'achat à Paris, bah, le fait d'avoir déjà 10-20% que nous on apporte, en plus de tes économies, et souvent nos clients ont d'ailleurs un apport en plus qu'ils mettent, qui est parfois de l'ordre de 5-10% du prix, bah ça te permet de jouer à armes égales. Et quand tu vas aller visiter des appartements, de visiter des appartements dans lesquels ceux qui ont la chance d'avoir un apport familial peuvent habiter. D'accord, ok. C'est très bien. Donc c'est une arme anti-privilégiée, on va dire. Donc ça, en effet, ça fait beaucoup de sens, parce qu'on a souvent tendance à dire que c'est une ville de privilégiés. Ce que je te propose, c'est qu'on parle aussi un peu, mine de rien, des alternatives. Donc là, on a parlé des alternatives dans le financement. Mais il y a un moment, il ne faut pas se leurrer. Il y a peut-être des personnes qui se disent là, ça ne fait plus sens d'habiter à Paris par rapport à. Je prends mon exemple personnel. À un moment, on se disait mettre autant d'argent sur la table pour avoir des chambres pour les enfants, peut-être de 6 mètres carrés, ça ne fait pas de sens. Quel est ton regard là-dessus, sur ces gens qui se disent je vais quitter Paris, peut-être de la petite couronne ou de la grande couronne? Ça, c'est déjà premier point. Et deuxième point, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que j'entends ton point sur la propriété. Il faut être propriétaire. Mais ce qu'on entend aussi beaucoup en ce moment sur les réseaux, un peu sur les vendeurs de rêves, mine de rien, sur l'immobilier, c'est ce côté, mais tu peux louer à Paris, il n'y a pas de souci. À partir du moment où tu achètes ailleurs, et là tu te constitues ton capital, tu peux avoir plus grand, aller chercher des plus grandes plus-values. Et en fait, le vrai truc malin, c'est ça. Acheter à Paris, c'est plus si malin. Être locataire à Paris et acheter ailleurs, ça c'est malin. Donc j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ces deux points. Ouais, c'est deux très bons points et c'est intéressant d'en parler. La première question de est-ce qu'il faut quitter Paris, j'aurais envie de te dire, en fait, c'est... l'argent est là pour être au service de ta liberté et pas le contraire. Si tu as envie de quitter Paris, évidemment, il faut quitter Paris. Si tu te dis, en fait, j'en peux plus de la vie parisienne, je déteste le périph' et compagnie, oui, va ailleurs, va acheter à Lille, va acheter à Bordeaux. Si tu es à mi-chemin et tu te dis, ce que je veux, c'est un jardin et je veux de la place et je veux rentrer chez moi et pouvoir prendre l'apéro dans le jardin, évidemment, va en grande couronne parisienne et prends le train tous les matins. Et tous les matins, quand tu prendras le train, tu te diras, en fait, je sais pourquoi je fais ça et c'est mon choix. Donc là-dessus, oui, évidemment. Et limite, tant mieux pour toi, parce que ça te permet d'accéder à la propriété plus vite. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, c'est totalement ton choix. Mais on est d'accord qu'il y a les exclus de Paris. C'est-à-dire ces gens qui aimeraient bien rester à Paris, oui, mais qui à un moment se disent, non, en fait, là je peux plus, j'ai plus les moyens. Exactement. Et ça, pour moi, c'est un scandale, mais je sais que ça existe. Et tout ce que je peux dire, c'est un scandale et il faut qu'on se batte pour qu'il y en ait le moins possible. Le choix de la location est un choix super intéressant. Et si, à la place d'acheter mon appartement à Paris où j'habite, j'allais acheter un investissement locatif. Et ça, le truc qu'il faut quand même avoir en tête, c'est, on te dit, l'investissement locatif, c'est du revenu passif. C'est pas du revenu si passif que ça. Parce que quand on t'appelle au milieu de la nuit parce que le sanibroyeur est en panne, quand le week-end où tu avais prévu d'aller passer avec des potes, en fait, il faut que tu prennes le train pour aller à Clermont-Ferrand pour réparer le sanibroyeur, là, c'est encore ton temps que tu es en train de ne pas valoriser et c'est pas un revenu si passif. Alors évidemment, tu pourrais le donner à un gestionnaire qui va le gérer pour toi. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi s'enrichir pour toi. Il va prendre les revenus de ton appartement et c'est normal. Et au final, tu te rends compte à la fin de l'année qu'il n'en reste pas grand-chose. Donc, si tu as la chance d'avoir, et je connais des gens dans notre entourage qui sont comme ça, tes parents qui habitent à Montpellier et qui te disent, en fait, je vais gérer ton appart pour toi, oui, vas-y. Mais s'il y a un gars qui te dit, je te vends un appartement étudiant à Montpellier, et tu vas voir, tu n'auras jamais rien à faire, et c'est un investissement locatif, et mets ta capacité d'emprunt dessus, fais attention parce que ça va te prendre beaucoup plus de temps ou beaucoup plus d'argent que ce que tu imagines. Et moi, je fais attention là-dessus. L'autre chose auquel je pense que c'est important de faire attention, c'est que souvent, quand on te fait faire un investissement locatif, on ne te dit pas de l'impact que ça a sur ta capacité d'emprunt. Et on te dit, dans 2 ans, tu pourras acheter ta résidence principale, mais achète dès maintenant ton... Et ça, ce n'est pas vrai. Les banques prennent en compte les revenus de l'investissement locatif, mais ne les prennent pas en entier. Ils prennent les charges en entier, et notamment les charges d'emprunt. Et quand tu fais le calcul, en fait, l'impact sur ta capacité d'emprunt fait que je vois des gens vendre leur investissement locatif au bout de 2-3 ans alors qu'ils n'ont pas amorti les frais de notaire, simplement parce qu'ils ont besoin d'acheter quelque chose qui est leur résidence principale. Et ça, c'est toujours une mauvaise opération. Ouais, je comprends. Pour revenir un peu sur le premier point de ceux qui sont un peu exclus de Paris, est-ce que tu peux me rassurer, hein, je suis un peu un exclu de Paris, mais donc là c'est très personnel, mais ce côté, en fait, c'est pas une mauvaise affaire non plus, dans le sens où ce n'est pas que malin d'acheter à Paris.
acheter en petite couronne. Mais évidemment. Voilà. Évidemment. Moi, je dédramatise les choses. Tu sais, il y a peu de choses qui sont des erreurs. Enfin, la vie n'est pas un jeu vidéo où tu sais, tu prends la mauvaise porte et t'es mort. Ouais. C'est pas comme ça. Ce qui fait que tu crées de la valeur en achetant un appartement ou une maison, c'est pas que ton appartement ou ta maison vaut plus cher. C'est que tu as remboursé un emprunt. Et au final, tu peux agoniser sur est-ce que j'ai acheté 1% au-dessus ou en dessous du marché. Si tu as acheté quelque chose et que tu as remboursé 50% de la valeur du bien en emprunt, quand tu vas le revendre, ce qui compte, c'est ces 50%, c'est pas le pourcent ou c'est pas les 3% que le marché aura pris par an ou quelque chose. La première, deuxième couronne progresse souvent aussi vite que Paris. Même si tu achètes quelque part où ça progresse moins vite parce que c'est moins urbain, il y a moins de flux migratoires, ce qui compte en fait, c'est d'avoir acheté quelque chose qui a une valeur à la revente, qui se préserve. Donc évidemment, il ne faut pas dédramatiser le truc. Faut pas dramatiser le truc. Ouais, exactement. Oui. Ce que je te propose pour finir, c'est je vais te poser quelques questions qui sont des questions en fait que des futurs acheteurs, soit des futurs primo-accédants ou secondo-accédants, se posent par rapport à Paris. Et ça va te permettre de résumer un peu tout ce qu'on s'est raconté. Tu me dises ce que tu en penses et ce que tu leur conseillerais. Bien sûr. Ça te va ? Alors, je vais prendre une question, typiquement Camille. Camille, ça fait 4 ans qu'elle est locataire, donc en couple avec un enfant, je pense. 4 ans qu'ils sont locataires dans le 15e arrondissement. Ils ont 50 000 euros d'épargne qu'ils ont réussi à mettre à côté. La grande question, c'est maintenant, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on continue à louer pour avoir cette fameuse chambre en plus ? Elle, de ce que tu me décris, Camille, elle n'a pas de changement prévisible. Elle est en couple avec ou sans enfant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait 4 ans qu'elle est dans la même situation. Elle va y rester. Et donc, c'est le moment de passer à l'acte et justement de devenir propriétaire. Surtout qu'elle a déjà un apport conséquent. Avec 50 000 euros d'apport à Paris, tu peux faire de belles choses. Alors, je te trouve une autre question. On est toujours sur du propriétaire et du locataire. On se l'est raconté. Nicolas et Sarah, nous venons de vendre notre appartement en province. Ah tiens, c'est pas mal ça en effet. Et on a un appartement, on a un apport de 100 000 euros. On envisage d'acheter le fameux pied-à-terre, 2 pièces à Paris pour le louer. Tiens, on va parler un peu d'investissement locatif. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça peut être intéressant d'avoir ton regard là-dessus. Est-ce qu'acheter à Paris un appartement pour le louer, ça vaut le coup finalement ou non ? Alors, clairement pas. Les rendements, c'est marrant. Moi, c'est direct. Les rendements sont pas suffisants. Ouais. Le seul cas où je te recommanderais d'acheter un appartement à Paris pour le louer, c'est si tu sais que tu vas y habiter ou que tes enfants vont y habiter dans quelques années. Et typiquement, le cas de j'achète une chambre étudiante à Paris parce que comme ça, mes enfants feront leurs études à Paris, je l'ai déjà entendu. Ouais. Sinon, surtout si tu habites déjà dans une ville de province où les rendements sont forcément plus élevés qu'à Paris, achète dans ta ville. C'est du masochisme de se dire je vais prendre le TGV pour venir à Paris pour réparer un appartement qui me touchera moins de rendement que celui que je pourrais acheter. D'accord. Donc là-dessus, on est quand même d'accord par rapport à Paris sur l'investissement locatif. Ah ouais. Là, c'est pas forcément la bonne ville où chercher la rentabilité. Clairement pas. Ah, t'es très clair là-dessus. Ouais, clairement pas. D'accord. D'ailleurs, c'est assez marrant, même les investisseurs professionnels qui investissent à Paris le font sur du très long terme parce qu'ils pensent que les prix vont augmenter, pas parce qu'ils pensent qu'ils vont toucher les loyers. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces réponses. Je pense que tu vas réconcilier en tout cas avec cette fameuse question est-ce que c'est malin d'acheter à Paris au-delà de se dire que c'est le bon moment. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais finalement nous aller répondre à cette question ? Est-ce que oui ou non, c'est le bon moment d'acheter à Paris, là, si on devait synthétiser ? Ah, tout l'épisode en 2 minutes. Allez, vas-y, tout l'épisode en 2 minutes. Ou c'est quoi c'est quoi ton regard ? Écoute, on dit oui ? Ma conviction, c'est que si tu vis à Paris, que tu habites à Paris et que ta situation est stable, si tu es en mesure d'acheter, il faut le faire. Faut le faire. Voilà, faut le faire et il faut le faire pour ta résidence principale. Si tu n'habites pas à Paris et ou si ta situation n'est pas stable et qu'elle va évoluer, clairement, tu peux attendre un peu, mais il n'y aura pas de meilleur moment dans un futur proche, de moment magique où tout d'un coup il faudra acheter à Paris. Et donc, si tu veux prendre le train, il vaut mieux pour toi prendre le train de la propriété, il vaut mieux le prendre le plus tôt possible, parce que plus le temps passe, plus il est difficile à prendre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Compromis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube. À très bientôt. Sans Compromis est un podcast créé par Preto avec Manon Béline à la production.